On l'écoute. Les Iraniens ont fait des progrès dans 3 domaines. L'évasion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des missiles qui sont capables de changer de direction. Le missile, il part. Vous savez que le radar va capter le missile, il va calculer vers là où il va. Et en fait, le problème, c'est que ces missiles changent de direction. C'est que le radar, il n'arrive plus à le capter et le missile s'en va. Le deuxième, c'est la vitesse. On a des missiles qui vont quasiment à Mach 10 maintenant, ce qui est 10 000 km à l'heure pour schématiser, c'est énorme. Et puis le troisième principe, c'est la saturation. C'est au lieu d'envoyer un seul ou 2 missiles, ils vont en envoyer 50. Donc il y en a 48 qui sont détruits, mais il y en a un qui va arriver. Et donc cette capacité à faire ça, c'est vraiment, ça démontre encore une fois qu'ils ont des réserves. Puis un autre point très important, c'est la taille des missiles. J'ai travaillé sur les missiles un peu très sérieusement là depuis quelques semaines maintenant, parce on s'était endormi sur les missiles à 2000 km, vous voyez le truc un peu bidouillé, etc. Pas du tout. Le Sibyl Simorgh, il fait 85 tonnes. Le Komatcha, il fait 25 tonnes. Les gens qui font entre 15 mètres et 25 mètres sont des monstres. Et qui sont tirés non pas à partir de rampes, mais qui sont tirés à partir de silos. Donc en fait, les Iraniens ont construit des silos dans le sol avec un petit capuchon. Ils remplissent comment dire avec le carburant. Ça se fait au dernier moment. On enlève le capuchon. C'est comme le bateau d'Albion il y a quelques années. Et puis le missile s'en va. Donc tout le problème il est là, c'est qu'en fait on découvre que très concrètement les Iraniens ont une capacité en missile qui est bien plus importante, bien plus sophistiquée qu'on a pu l'imaginer dans les semaines précédentes. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, l'Iran dispose d'un stock de missiles suffisant pour soutenir un conflit pendant des mois. Ce qui n'a pas dit en revanche, c'est que la taille de certains de ces missiles iraniens pose un véritable défi ou problème au système d'interception. Même en se limitant à une dizaine de tirs par jour, cela resterait une menace majeure et durable pour l'entité. Les dégâts observés en Israël après l'impact d'un seul missile iranien il y a 2 jours en donnent l'aperçu. Alors, lorsque Trump a affirmé que l'Iran avait réduit le rythme de ses frappes, je dois avouer que cela m'a fait sourire. Nous le répétons ici depuis le 28 février. Nous ignorons ce que les Iraniens dissimulent dans leur base souterraine, enfouie à 500 mètres de profondeur sous le granit. Et c'est précisément cela qui est terrifiant. L'Iran dispose des moyens, du temps et de plusieurs modèles de missiles modernes à double capacité conçus pour emporter des ogives nucléaires. Au moment où certains annonçaient déjà la défaite de l'Iran dans cette guerre, les plus lucides ont plutôt observé l'ampleur et la sophistication croissante de ces tirs de missiles. L'Iran s'adapte, épuise l'ennemi. Ils ont eux-mêmes affirmé pouvoir tenir plus de 6 mois de guerre. Comment ces médias ont pu imaginer qu'en à peine 10 jours de guerre, l'Iran allait dévoiler toute sa capacité ou utiliser l'ensemble de son arsenal? Mais qui fait ça en stratégie? Pendant que les munitions de la coalition s'épuisent, l'Iran lui continue de frapper. Et ça, c'est alarmant côté Washington. La dernière option ici reste un déploiement de troupes au sol. Sinon, je ne vois pas ce qu'il peut faire après. Les news du mercredi 25 mars, alors j'ai plein de choses à vous dire. L'Iran qui continue de se foutre de la gueule de Donald Trump qui continue de mentir en disant que les États-Unis ont gagné la guerre, mais également Donald Trump qui embarque l'Arabie Saoudite dans ses délires et les fout dans une sauce totale, d'où un démenti de l'Arabie Saoudite dont je vais vous parler maintenant. Mais également la première information principale, c'est que Donald Trump vient de proposer un cessez-le-feu de 30 jours pour entamer les négociations sur 15 points que Donald Trump exige, sauf que Donald Trump n'a pas compris. Aujourd'hui, il n'est absolument pas en position de force dans cette guerre et en position de décider quoi que ce soit. Donc, il demande un cessez-le-feu, on verra ce que l'Iran lui répond. En tout cas, aujourd'hui, l'Iran a également annoncé qu'il laissait le détroit d'Ormuz ouvert aux pays non hostiles, donc c'est-à-dire aux pays qui ne participent pas aujourd'hui donc à cette guerre en Iran, tous les pays qui aujourd'hui ne sont pas des collaborateurs d'Israël et des États-Unis, donc l'Espagne, etc., peuvent continuer d'importer des barils de pétrole, peu importe. En tout cas, première chose dont je voulais vous parler, c'est le président du Parlement iranien qui est venu expliquer, et je cite, « Nous avons atteint une étape où Donald Trump négocie avec lui-même ». Donc c'est une question que le président iranien pose à Donald Trump en lui disant « Es-tu en train de négocier avec toi-même ? Parce que nous, on n'a aucune trace de négociation avec toi. » Ok ? Et en gros, ils expliquent à Donald Trump de ne pas appeler sa défaite un accord.
D'accord? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Iran est en position de force, le fait comprendre à Donald Trump en lui disant d'arrêter de raconter des conneries toute la journée parce que ça commence sérieusement à les gaver. La deuxième information qui est extrêmement importante, c'est que Donald Trump, et je cite encore une fois dans son interview hier, nous raconte que le journaliste lui pose la question: Mohamed Ben Salman vous encourage-t-il à faire certaines choses concernant l'Iran? Donc Mohamed Ben Salman, c'est l'Arabie Saoudite. Et Trump a répondu: oui, c'est un guerrier, il se bat à nos côtés d'ailleurs. L'Arabie Saoudite n'a pas tardé à démentir en disant que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est dans une situation de défense et ne participe en aucun cas aux attaques des États-Unis. Donc Donald Trump essaie d'embarquer les autres pays du Moyen-Orient avec lui. Il faut savoir qu'il y a plusieurs rumeurs qui tournent depuis plusieurs jours comme quoi l'Arabie Saoudite va faire une entrée en guerre directe en Iran. Alors il y a eu un démenti direct parce que l'Arabie Saoudite a tout à y perdre là-dedans. Moi je vous le dis, ils n'ont rien à y gagner, comme les Émirats arabes n'ont rien à y gagner. Tous les pays du Golfe n'ont rien à y gagner en rentrant dans une guerre directe avec l'Iran quand on voit à quel point l'Iran peut aller très loin dans la guerre, donc aucun intérêt. Mais Donald Trump essaie de les embarquer avec lui parce qu'il sait très bien que tout seul il est en train de s'enliser et que comme personne ne veut le suivre au niveau de l'OTAN, il se dit que les pays qui ont été bombardés dans le Moyen-Orient, il y a peut-être possibilité qu'ils viennent l'aider. D'accord? Déclaration de Donald Trump également: cette guerre est gagnée. Les seuls qui veulent la prolonger, ce sont les médias qui diffusent de fausses informations. Non, c'est pas les médias qui diffusent de fausses informations, ce sont des déclarations du président iranien, président du Parlement iranien. Ce sont des déclarations qui viennent de l'Iran. C'est pas des journalistes qui les inventent en fait. Les conférences de presse, elles sont diffusées, on les voit. On sait très bien que ta guerre, tu l'as pas gagnée, Donald, tu la gagneras pas de toute façon, tu le sais très bien. Et c'est justement pour ça qu'il est en train de proposer un cessez-le-feu de 30 jours pour pouvoir se barrer la queue entre les jambes le plus vite possible avant que ça dégénère totalement. Parce que vous savez que les spécialistes de l'énergie dans le monde expliquent qu'on pourrait vivre la plus grosse crise de l'énergie et du pétrole de toute l'histoire de l'humanité, avec des pénuries qui pourraient arriver d'ici quelques semaines. Donc croyez-moi, Donald Trump a plutôt intérêt à se barrer très vite et surtout à répondre aux exigences de l'Iran. Parce que sinon, je pense que ça va très mal se terminer pour tout le monde. Voilà pour ce qui en est du début des news. Il faut savoir que l'aéroport du Koweït a également été attaqué cette nuit. Les dirigeants du Koweït ont également expliqué qu'il y avait peut-être des radiations nucléaires qui étaient ressorties de cette attaque et qui se baladaient dans les airs et qui étaient un danger pour les pays voisins. Donc voilà, je vous en dirai plus quand il y aura plus de news sourcées et factuelles. En tout cas, bonne journée à vous, que la fête continue. Si Trump et Israël perdent, c'est la fin de l'Occident comme tu le connais. En 1956, Nasser, il nationalise le canal de Suez. L'Égypte prend le contrôle du canal de Suez qui était sous le contrôle britannique. T'as pas capté le détroit d'Ormuz, ce qui se passe en ce moment, et le canal de Suez, on est un peu sur le même niveau de gravité. À l'époque, il y avait 2/3 du pétrole européen qui passait par là. Donc la Grande-Bretagne et les Britanniques, pour récupérer le canal de Suez, ils envahissent l'Égypte en secret avec l'Israël et la France. Ils préviennent pas les Américains. Là, les Américains, ils sont pas contents du tout, alors ils coupent les aides financières qu'ils envoient aux Britanniques. Ça fait chuter la devise britannique, en fait le pound, et leur monnaie vaut beaucoup moins d'un coup. Là, les Britanniques, ils sont en train de perdre trop d'argent, ils se retirent de l'Égypte, ils se retirent du canal de Suez et le monde entier comprend que les Britanniques, l'Empire britannique est en train de s'effondrer et qu'ils ont plus la main, c'est plus eux les bestes, c'est les Américains les numéro 1. Et en fait, il est en train de se passer la même chose avec le détroit d'Ormuz. Où les Américains, avec Trump, il a lancé un ultimatum en disant si tu ouvres pas le détroit d'Ormuz dans les 2 prochains jours, eh bien, on lance des attaques massives sur l'infrastructure électrique. Sauf qu'en vrai de vrai, les Iraniens, ils en ont rien à faire. Et ils ont répondu que s'ils faisaient ça, eux, ils allaient envoyer des attaques massives sur tous les pays du Golfe, sur les usines de désalinisation. Donc les mecs, et l'eau, ça va être compliqué pour eux d'en avoir, vu que l'Iran va envoyer des drones et des attaques sur les usines qui font en sorte qu'ils aient de l'eau potable à boire. Donc Trump, il est dos au mur. Et en plus, il y a personne qui veut l'aider. L'Allemagne veut pas l'aider, la France veut pas l'aider, l'Europe veut pas l'aider. Il est tout seul avec l'Israël pour se battre contre l'Iran. Et en fait, dans les 48 heures, c'est-à-dire la fin d'ici demain, s'il perd ce duel, on pourrait assister justement à cette fin de l'Empire occidental. Pareil qu'en 1956, quand l'Empire britannique il a la queue entre les jambes et est rentré chez elle. Donc là, t'es assez grand, t'es adulte, t'es vivant et tu vas pouvoir assister à la fin d'un empire directement en live, en 4K, sur ton téléphone. Parce que si les États-Unis ils envoient un truc sur des centrales électriques, ça représente pas grand-chose. L'Iran, c'est un truc énorme où une seule centrale électrique, ça donne pas de l'électricité à tout le monde en Iran. Ça représente entre 3 et 4%. Et que l'Iran, en retour, ils envoient des drones sur toutes les usines de désalinisation, c'est-à-dire qu'ils coupent l'eau de tous les pays du Golfe, et bien on va voir qui c'est qui a une grande gueule. Parce que la solution finale à tout ça, ce serait d'aller encore plus dans l'escalade. Et encore plus dans l'escalade, c'est la solution nucléaire. Et pour ça, évidemment, si on en arrive à ça, il y aurait d'autres pays qui viendraient aider l'Iran en disant si t'envoies une bombe nucléaire sur l'Iran, nous, on va envoyer une bombe nucléaire sur ta gueule. Donc,
J'ai l'impression en tout cas que Trump il est un peu face à un échec et mat de cette situation et qu'il va faire comme les Anglais en 1956, il va revenir la queue entre les jambes. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette guerre va donner des opportunités énormes sur le marché crypto, surtout sur le Bitcoin, surtout sur une autre crypto qui s'appelle le Hype. Moi, c'est ces deux cryptos-là au minimum que je vais accumuler pendant le marché baissier et pendant la baisse et la chute qu'il va y avoir sans doute dans les mois à venir. Et si tu veux en savoir plus, t'as juste à t'abonner, poto. Je suis en train de mettre en place des vidéos beaucoup plus belles comme tu es en train de voir là en ce moment. J'ai enfin la capacité de parler avec ma gueule cassée là. Donc si tu veux en voir plus, t'as juste à t'abonner, poto. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Moi, je crois que c'est officiel, Trump a perdu sa guerre. On lit dans la presse bien informée que les Israéliens, dans 2 ou 3 semaines, faudra que ça cesse. Il y a un signe grave pour les Israéliens comme pour les Américains. C'est que les munitions s'épuisent des deux côtés, les munitions de défense antimissile. Et les Iraniens améliorent leur frappe. Trump s'est lancé dans une guerre ingagnable. Ceux qui ont restauré leur dissuasion, c'est les Iraniens. Quand il a promis, vous avez 2 jours, sinon je casse tout, et que les Iraniens ont dit, attendez, nous, voilà ce qu'on va casser en face. Et là, il s'est dit, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Quel sera le président des États-Unis qui remettra une louche, qui relancera une guerre contre l'Iran? L'Iran sera à l'abri pour 2 générations. C'est très grave, si c'est le cas, parce que pour nous, enfin nous au sens large, occidentaux, mais quand même l'Occident, historiquement, on se disait l'Occident est le plus fort. Si ce que vous dites est vrai, cette fois-ci, l'Occident est un peu challengé. C'est factuel. L'Iran sait souffrir plus longtemps que l'Amérique ne sait frapper. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Le problème de Trump, meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dures. Trump croit que c'est lui qui décidera de la fin de la guerre. Les Iraniens ont dit, c'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. C'est nous qui arrêterons de frapper quand on décidera qu'on arrêtera de frapper. Ils disent depuis le début, vous n'avez pas compris à qui vous vous attaquez. Israël est le problème du monde aujourd'hui. Israël met le monde en danger de 3e guerre mondiale. Tout ça parce qu'ils sont habités par un hubris qui est en fait un hubris religieux. Je rappelle, c'est une théocratie, Israël, il faut le rappeler. Les gens qui me disent que c'est une démocratie et qu'il faut choisir la démocratie israélienne contre la théocratie iranienne, il y a simplement une théocratie qui est suprémaciste raciale expansionniste face à une théocratie qui est dans ses frontières, sans aucune volonté de les élargir, et dont le régime, on va dire religieux, est en place depuis le XVIe siècle. Je rappelle, c'est un pays chiite depuis le XVIe siècle, c'est la Perse millénaire. Donc les gens qui vous disent qu'on choisit entre une démocratie et une théocratie, la pire des théocraties d'Israël ou de l'Iran, c'est Israël, parce que c'est une théocratie raciale, expansionniste, suprémaciste, et qui déstabilise, comme l'a dit De Gaulle en 67, toute la région dans des guerres sans fin depuis 48 en réalité. Benjamin Netanyahu est un menteur, un criminel et un assassin. Depuis 20 ans, l'Iran est à une semaine d'avoir l'arme atomique. Et un voleur comme Trump s'associe à lui. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui peut être bon d'une telle relation? Qu'est-ce de bon peut sortir d'une telle union? Voilà 2 imbéciles, 2 idiots qui sont en train de tuer. Mais attention, Israël aujourd'hui, il ne s'y attendait pas à quelque chose. Les gens pensaient que l'Iran, sous sanctions isolées, était affaibli. Ce qui n'est pas vrai. Et l'Iran a compris. Si je veux gagner cette guerre, militairement face aux Américains, je ne fais pas le poids. Et l'Iran n'a pas menti. Il faut que je frappe là où ça fait mal. Où? Dans les poches. L'économie. L'argent. Donc l'Iran a fabriqué, a pris son temps pour mettre en place son industrie militaire avec... attendez, les armes qui sont... La dernière arme qui a frappé aujourd'hui, c'est 2000 tonnes. 2 tonnes, pardon. C'est 2 tonnes. 2 à 3 tonnes. Les mêmes bombes que... Mais c'est pas la même chose. Là, c'est porté par des bombardiers. Mais l'Iran, ce sont des missiles que l'Iran envoie. Alors, quand Israël, écoutez très bien, Trump dit, on lui dit, mais pourquoi tu permets à Israël de frapper l'Iran?
Et regardez ce qui est, je vous dis de faire beaucoup attention et lisons correctement entre les lignes, s'il vous plaît. L'Iran et le Qatar, je crois, partagent un même champ pétrolier, avec des noms différents. Et je dis champ pétrolier, ça faut les champs gaziers sur la mer. L'Iran a une partie, je crois le Qatar, c'est ça Qatar ou non, c'est le Qatar, je crois, a une partie. Si les deux, c'est une île, hein, c'est une île. Et les Américains, vu qu'ils sont en train d'échouer, parce qu'ils se posent la question, on est en train de larguer des bombes, mais l'Iran tient, et l'Iran n'a même pas encore commencé à utiliser son véritable arsenal stratégique. C'est quelques missiles qu'ils envoient avec les noms pour dire, ce que vous avez vu aujourd'hui, on a à peu près 10 000, on n'a même pas encore commencé à toucher. Ça, c'est un exemple. Le lendemain, ils viennent, ils sortent encore un autre missile. On dit ça, il y a au moins 50 000, on n'a pas encore touché. Puis les gens se disent, mais attends, la guerre, ça finit quand? Nous, on pensait qu'on les avait affaiblis, on pensait qu'on avait tout détruit, mais ce qu'on a détruit là, c'est quoi? Eux, ils ont épuisé leur stock. Mais ce sont les bâtiments vides que vous avez frappés. Parce que les rampes de lancement ne sont pas visibles. L'Iran n'est pas bête pour exposer ses missiles. L'Iran n'est pas bête pour exposer ses rampes de lancement. L'Iran vous a donné des prétextes pour utiliser vos missiles. L'Iran, parce que si l'Iran avait tout caché, alors arrêtons-nous et puis soyons un peu stratégiques, s'il vous plaît. Réfléchissons de façon stratégique, vous et moi. Je sais que mon ennemi, il a plus d'armes que moi. Mais je sais aussi que les armes qu'il utilise sont des armes hyper sophistiquées dont le stock est limité. Alors, si je veux aller dans une certaine guerre avec lui, il faut d'abord que je l'amène à épuiser son stock. En tout cas, à ramener son stock à un niveau beaucoup plus bas pour me donner l'avantage, puisque je ne peux pas le combattre avec ce stock-là. Donc, je fais quoi? C'est la même chose qu'on est petit, on est tous allés à la pêche. Hein? Tu prends la mission et puis tu mets les verres et puis tu jettes. L'appât. Le poisson vient, il monte, tu le prends. Mais c'est ce que l'Iran a fait. L'Iran a laissé volontairement des systèmes de défense pour servir d'appât. Pour que les Américains et les Israéliens déversent leurs bombes. Aujourd'hui, Israël ne peut plus faire cette guerre pendant 2 semaines. Il ne peut plus. Parce que l'information est arrivée au Pentagone. Merci à comment vas-tu, Madi? L'information est arrivée au Pentagone et comme vous savez, les journalistes d'investigation, ils ont toujours des sources. Et il y a une source qui a déballé sur les réseaux, aux États-Unis évidemment, que Israël atteint ce qu'on appelle le seuil critique. Parce que la guerre des 12 jours avait affaibli Israël. Et aujourd'hui, Israël est à un seuil critique. Donc, ils ont rapidement signé un chèque, mais malheureusement, les projectiles ne sont pas disponibles, les missiles ne sont pas disponibles. L'Amérique elle-même a utilisé son stock et était obligée d'aller prendre ce qui se trouvait au Japon, en Corée du Sud, en Taïwan. Et maintenant, c'est l'Angleterre qui est en train de donner, puisque au sein de l'OTAN, par rapport aux avions, donc quand vous concevez vos missiles, vos bombes, vous faites en sorte que les avions que vous avez puissent les porter. Ça peut être des bombes en Angleterre, fabriquées en Angleterre, mais un avion italien peut le porter, un avion français, comme un avion américain. Et c'est ce que l'Amérique est à court de munitions. Donc c'est l'Angleterre qui est en train de donner les stocks que vous voyez là. Ça, c'est l'Angleterre qui donne aux États-Unis là, ici. There's a fleet of American warplanes that are going to bomb Iran every single day. Ça, c'est un bombardier américain. Là, ça, c'est... Voilà. Okay. Voilà, je vais arrêter là. Alors, voilà, vous voyez, voilà les bombes qui sont là. Et c'est en Angleterre. Voilà, je vous permets de voir si vous... Voilà, cette position-là, chacun peut voir. Voilà les bombes qui sont là. Et c'est en Angleterre que ces bombes-là sont chargés dans les bombardiers américains pour aller les larguer où en Iran. Mais l'Iran, merci beaucoup à toi, mais l'Iran
a joué, et aujourd'hui, moi je l'ai dit, cette guerre va servir dans les académies militaires, dans les écoles militaires. L'Iran a piégé les Américains. Et les Américains se sont rendus compte qu'ils ont été piégés comme de lamentables petits garçons. Et c'est au regard de cette frustration, je vais vous dire pourquoi. Trump l'a ouvertement reconnu qu'ils sont dépassés par les événements en Iran. Je ne suis pas pressé, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, voilà ce qu'ils font. L'Iran les a obligés à frapper. Évidemment que l'Iran, le guide suprême, il était prêt à mourir, mais pas de cette manière. Pas avec sa femme, pas avec ses petits-enfants, pas avec sa belle-fille. Il savait qu'il était une cible. Les gens lui ont demandé pardon à maintes reprises d'aller dans le bunker. Il dit, je ne peux pas aller dans le bunker pendant que des Iraniens seront bombardés. Je préfère mourir à martyr que d'aller me cacher et laisser les gens. À 86 ans, que voulez-vous encore que je fasse? Voilà une des raisons pour lesquelles il a refusé. Mais on ne pouvait pas imaginer que le renseignement, parce que ça, ce n'est pas faux. Le renseignement, je peux vous donner, et je mets n'importe quel officier du renseignement de prouver que ce que je dis est faux. Pour faire ce genre de frappe, vous devez avoir le renseignement terrestre. Ce n'est pas satellite. En bas, on vous donne les coordonnées. Et celui qui donne, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, j'ai pas envie de dire un témoignage visible, c'est visuel, voilà. C'est une information visuelle, ça veut dire que c'est quelque... Et cette information, moi je ne vous le dis pas, je ne vous apprends rien parce que l'Amérique même a reconnu. L'Amérique même a dit que c'est sur la base d'informations visuelles, c'est-à-dire que celui qui a envoyé l'information était sur place, c'est lui qui a dit que Khomeini était là. Mais la personne, en donnant l'information, a signifié qu'il y avait une petite fille qui était là. Il y avait les petits-enfants du monsieur avec sa femme, sa belle-fille. Mais Israël, qui a déjà des gens au sein du Pentagone, puisque l'information a été donnée, c'est Israël qui a refusé. Pour Israël, tuer, c'est tuer. C'est pourquoi Benjamin ne peut pas s'en sortir. Je suis désolé de le dire, il ne va pas s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, même s'il n'est pas mort, pour moi, il est mort. Tout ce qu'on voit là, c'est mise en scène. S'il n'est pas encore mort, je remercie Dieu qu'il ne soit pas encore mort. Parce que je veux que sa mort serve de leçon à tous les Israéliens. Israël savait très bien qu'il y avait une petite fille. Israël savait très bien que la femme du guide actuel était avec ses beaux-parents. Et Israël a donné l'ordre de frapper. Ils savaient, ils ont donné l'ordre de frapper. Mais aujourd'hui, c'est eux qui disent que l'Iran n'est plus, c'est fini, c'est fini. On est d'accord avec eux. Mais alors pourquoi Donald Trump nous dit, je ne vous apprends pas aussi, c'est visible. Il a posté sur son truc là, sur sa plateforme sociale, il dit que ça m'a fait mal. Il dit Israël, le champ gazier iranien, que l'Amérique n'a pas été consultée par Israël. Et que Israël a frappé ce champ gazier sous l'effet de la colère. S'il vous plaît, c'est le président, soi-disant, de la première puissance militaire, la première puissance économique qui dit ça, sous l'effet de la colère. La raison n'a pas guidé la colère. Mais tu dis tu as battu quelqu'un, tu dis tu l'as détruit, tu dis il n'y a plus rien qui reste. La colère là, ça vient d'où? Voilà comment eux-mêmes ils tiennent des propos qui contredisent toutes les déclarations stupides qu'ils font en fanfare à longueur de journée. Pourquoi tu serais... Attends, je suis en train de gagner un combat. Pourquoi je vais me fâcher? J'ai déjà gagné le combat. Pourquoi je vais me fâcher?
Pourquoi je vais me fâcher alors que j'ai déjà gagné le combat? Pourquoi? Question, est-ce que réellement j'ai gagné le combat? Parce que sur le plan stratégique, on se rend compte qu'ils ont épuisé, mais l'Iran arrive et l'Iran, maintenant, le monde découvre que l'Iran, parce que c'est ce qu'ils ont dit, que les capacités de l'Iran ont diminué. Le premier jour, l'Iran avait 70%, 80%, mais aujourd'hui, l'Iran n'a que 10-20%. Mais vous êtes tellement bêtes. L'Iran a envoyé des drones pour vous fatiguer. L'Iran a envoyé des drones pour affaiblir votre stock, pour réduire votre stock. Maintenant, l'Iran envoie les missiles à multiples têtes. Vous ne pouvez plus arrêter parce que vos systèmes ne répondent plus. Et c'est là qu'ils se rendent compte que l'Iran les a doublés depuis le départ. Maintenant, Trump dit que le champ gazier dont je parlais, le Koweït, le Qatar est parti, l'Iran est parti. Et les deux, le seul site, l'île, le Qatar est le plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié au monde. Ensuite, l'Iran. Question. Quand Israël a fait ça, l'Iran a envoyé ses missiles. L'Iran a envoyé 6, mais c'est un seul qui était calibré pour atteindre le site gazier. Sur les 6, il y a 5, d'après ce qu'on a entendu, 5 ont été abattus. Mais le seul qui a atteint le site gazier, les dommages, le Qatar dit que pour réparer les dégâts, même dans 3 ans, le site ne sera pas opérationnel. Même dans 3 ans, le site ne sera pas opérationnel. Alors, question. Israël a-t-il remporté une partie de sa guerre? On serait tenté de dire, mais comment? Je vous ai dit que cette guerre, l'objectif, c'est que Israël veut dominer le monde, tel que cela a été dit dans Deutéronome, allez-y lire, dans les Nombres, allez-y lire l'Ancien Testament. Enfin, eux, ils appellent chez eux là-bas la Torah. Il y a une partie de l'Ancien Testament qui constitue la Bible, puisque c'est 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Évidemment, c'est encore repris dans le Coran. Vous serez le premier et le dernier, et non le dernier. On viendra prendre crédit sur vous, vous n'allez jamais prendre crédit chez eux. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis du lever du soleil au coucher du soleil. Les bénédictions sont énormes. J'ordonnerai à la bénédiction de vous bénir. Tout ça, ce sont les paroles de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça s'applique aujourd'hui à ces criminels? Non. Est-ce que ça s'applique à ces voleurs-là? Non. Est-ce que ça s'applique à ces assassins-là? Non. C'est pourquoi, quand nous regardons ça, nous rions. Mais Israël, qui maîtrise l'économie mondiale à travers les multinationales, Israël a sa part du gâteau en Syrie. Israël a sa part du gâteau au Venezuela. Israël a sa part du gâteau en Libye, en Irak, à travers les compagnies pétrolières qui sont détenues par des Israéliens, par des compagnies israéliennes domiciliées aux États-Unis. Les banques, c'est Israël. Donc, à travers le système banquier, Israël se dit, nous sommes en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Puisqu'on vient emprunter chez nous, nous, on ne va pas emprunter. Wow. Est-ce que c'est faux, là? C'est ce qu'ils disent. On viendra emprunter chez toi et tu n'iras pas emprunter. Sur le système banquier actuel, on est tenté de dire oui. Qui a mis
C'est pas vrai. Ok. La Banque mondiale, le FMI, ça appartient à qui? Après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a mis les institutions de Bretton Woods en place, c'était qui? Vous pensez que c'était qui? Vous pensez que la Banque mondiale appartient à qui? Aux Américains? Réveillez-vous, je vous en prie. Vous pensez que le FMI appartient aux Français? Réveillez-vous, je vous en prie. Il y a un conseil d'administration. Les institutions de Bretton Woods, vous pensez que ça appartient à qui? Israël, aujourd'hui, ces Israéliens, je ne peux pas les citer nommément parce que je ne les connais pas, mais ils ont la main dans l'économie mondiale. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de mettre quelque chose en place qui n'est pas joli, je vous en prie. Et pour y arriver, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Israël est le pays le plus criminel, le plus génocidaire et le plus assassin au monde. J'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore commencé ce que j'ai envie de dire. La pédophilie, l'homosexualité est financée par Israël. Parce qu'ils veulent éteindre d'une manière. Attendez, vous croyez qu'il y a affaire de Covid-19 là? Et puis ils ont voulu accuser les Chinois là. Vous croyez vraiment que c'est les Chinois? Est-ce que les laboratoires, c'est pas un laboratoire américain qui était installé où? En Ukraine? Qui a envoyé ça là-bas? Qui a financé? Qui finance les recherches médicales? Qui finance la plupart de toutes ces choses-là? Vous pensez que c'est qui? C'est Israël. À travers quoi? À travers leur filiale. Israël est infiltré dans nos vies. Vous n'avez aucune idée. L'industrie pharmaceutique est financée par qui? Israël. Israël. Donc, l'homosexualité, c'est eux. Parce qu'ils visent un objectif. Quand il y a eu Covid-19 là, qui a envoyé les doses? Pourquoi c'est à la dernière minute on envoyait les doses aux Africains? Et ce n'est pas tout. Non seulement ils ont envoyé les doses à la dernière minute, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens voulaient tester d'abord la réactivité des Africains. Ils se sont rendus compte que les Africains sont plus résistants que les Occidentaux. Ce n'est pas tout. On envoie les vaccins et puis on met l'argent dessus encore. Attendez, moi tu m'envoies un médicament pour me traiter et puis tu me payes pour que je prenne le médicament là. Vraiment, il faut que je réfléchisse bien. Mais attends, la question, est-ce que ça c'est vrai médicament? Parce que si c'est bon là, moi je dois acheter. Tout à l'heure, j'ai dit quoi en parlant de mes produits, j'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai révisé les prix à ce que tout le monde puisse avoir les produits. Mais est-ce que moi, je prends mon produit et puis je vais donner à Martial. Martial, tiens, il faut utiliser mon produit et puis je lui donne 200 000 encore. Pourquoi je fais ça? Mais c'est ce qu'ils font avec le Covid. C'est pourquoi j'ai dit à nos chefs d'État dans l'AES, arrêtez, n'acceptez pas. Mandatez des spécialistes et puis faites des enquêtes sur les vaccins qu'ils ont envoyés en Afrique. Chez nous, dans le ciel. Regardez bien les vaccins là-dedans. Mais il y a des femmes qui, quand ils ont commencé à faire le vaccin là, en Europe, là, ou aux États-Unis, là, leur cycle s'est arrêté. Il y a des femmes qui sont allées à la ménopause précoce à cause du vaccin, de choses. Je sais de quoi je parle plus qu'on m'appelle. Il y a des gens, ça a déclenché des démangeaisons chez eux. Il y a des gens, ça a entraîné des choses. Très souvent, j'ai dit, mais écoutez, peu importe que vous soyez malade ou pas, si vous avez fait le Covid, je vous en prie, prenez la belle ivoirienne préventive pour nettoyer votre sang. Parce que le vaccin a laissé tellement de merde dans votre corps que vous n'avez aucune idée. Le vaccin a tué les spermatozoïdes dans le sperme de certaines personnes. Puisqu'ils ont un projet en tête. Le monde est trop peuplé. Le monde est surpeuplé. Mais vous pensez que cette théorie-là, ça vient d'où? C'est Israël. Parce que Israël veut dominer le monde. Mais si on est beaucoup trop, Israël ne peut pas. Donc, en réduisant, Israël peut mieux contrôler. Toute cette histoire de théorie d'Israël est à l'origine de tout. Tout. Tout, je dis. Peu
Benjamin Netanyahu, l'idiot qui parle comme un perroquet, la malédiction humaine, il devrait avoir honte de répéter les mêmes choses pendant 20 ans. Mais pourquoi on continue toujours d'accepter les mêmes choses pendant 20 ans? Attendez, vous envoyez votre enfant à l'école. Papa, j'ai eu 10. Il dit, il a eu 10. Il doit aller en classe supérieure. 5 ans après, il est toujours à la même place. Il ne bouge pas. 15 ans après, il est toujours dans la même... Attendez, mais c'est quoi? Mais l'école même va le chasser, non? Oui. Mais c'est quelle... Ah, moi je suis enceinte. Et mon mari, je suis enceinte. Et là, tu es content. Tu commences à préparer le trousseau de l'enfant. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle dit même pas, j'allais faire visite prénatale. Tu es enceinte là? Ah oui, je suis enceinte. Mais visite prénatale, ah non, je ne suis pas pressé. Ça vient. Visite prénatale, elle ne fait pas. Mais elle est enceinte. 1 an, elle est enceinte. 2 ans, elle est enceinte. 3 ans, elle est enceinte. Toi, tu vas te poser la question, si tu n'es pas bête comme mari, tu as dit, attends, tu te fous de qui là? Ou tu prends sa main, tu t'envoies un gynéco pour vérifier si vraiment elle est enceinte. Ou tu restes l'idiot parce que tu veux être idiot. Et puis tu acceptes son mensonge. Pourquoi le monde ne dit pas à la tribu des Nations Unies, ça fait 10 ans, Israël, quelle preuve vous avez? Après la guerre des 12 jours, on nous a dit qu'ils ont tout détruit. Mais s'ils ont tout détruit, comment venez-vous nous dire encore qu'ils ont encore l'arme? La raison, créer le chaos en Iran, et cela permettra d'ajouter l'Iran sur la liste des pays que Israël contrôle à travers ses multinationales. Quand nous disons Israël, nous parlons des multinationales qui sont en Syrie, en Irak, au Soudan, en Libye, et qui veulent venir en Iran. Mais ils savent qu'en attaquant l'Iran, l'Iran va viser les monarchies du Golfe. C'est pourquoi les monarchies, ils savent que cette affaire, Israël veut la chute du Golfe. Israël est jaloux de la réussite économique des pays du Golfe. Sinon, pourquoi lancer une guerre, sachant bien que ceux-là sont des partenaires des États-Unis, ils vont payer le prix. Et ils ont compris, puisque l'Amérique a débarrassé de ces pays les missiles dont ces pays avaient besoin pour se protéger. Les Américains disent, mais c'était pour nous protéger, non? Les Américains disent, ce que vous avez payé là, ça vous suffit. Ça, c'est pour nous. On prend, on s'en va. Et ils ont pris, ils ont envoyé où? En Israël. Et les gens ont compris. Donc, cette guerre a permis aux Arabes du Golfe de comprendre que l'Amérique n'est pas un partenaire fiable. L'Amérique est manipulée par Israël depuis toujours. C'est pourquoi je voudrais faire un tour au sein de l'AES et dire à nos présidents de faire beaucoup attention, demander au Niger de faire beaucoup attention. Ce soi-disant retour des Américains dans nos pays, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Parce que cette guerre permettra aux pays de l'AES, en tout cas à l'Afrique, de s'affranchir de la domination occidentale. En faisant quoi? En nous concentrant sur nos propres énergies, sur nos propres ressources, en les transformant et en devenant en même temps des distributeurs, transformateurs, tout. Et qui perd, c'est eux. Qui avait demandé à Tinubu de ne jamais permettre à Ali Dangote, qui a la deuxième raffinerie la plus grande au monde après celle de l'Arabie Saoudite, la plus grande en Afrique, la deuxième au monde, qui avait demandé à Tinubu d'empêcher Ali Dangote de faire tourner son usine. On refusait même de lui vendre le pétrole brut. Il a son propre puits, il joue ses propres puits de pétrole qui ne suffisent pas. Il était obligé d'aller acheter au dehors
j'ai oublié le nom du pays, il va acheter le brut là-bas, il va transformer et il vend moins cher. Bien qu'il aille acheter là-bas, il vend moins cher que Shell, que Chevron, que Total, que tout ce que vous connaissez. D'un côté, a eu tous les problèmes au Nigeria pour pouvoir démarrer sa raffinerie. J'ai suivi ça de près. Pourquoi? Parce que j'ai été émerveillé par l'homme, son génie et le fait d'investir autant. Et puis attention, il n'a pas pris crédit comme Ouattara. Non. Il a pris crédit, c'est vrai. Mais il a injecté l'argent propre même d'un côté, je crois, Enterprise. Il avait lui-même quelque chose qu'il a injecté. Donc, crédit qu'il a pris avant même que la société ne commence à produire, il a soldé sa dette avec les banques. Donc, tout ce qu'il va travailler, ça lui revient gratuit. Personne n'a 5 francs dedans. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de génie, ça? Il a soldé tout ce qu'il a pris comme crédit avant même que l'entreprise ne commence à produire. Alassane Ouattara, tu as appuyé, je dis, bon, peut-être qu'il faut aller prendre les sons avec Ali d'un côté. Donc, d'un côté à ça, il a des camions citernes. C'est un réveil. Parce que quand les prix vont commencer à monter, il va falloir que les Africains commencent à réfléchir. Est-ce que nous allons continuer à être soumis ou nous allons commencer à nous départir et à nous projeter nous-mêmes? Je demande à nos autorités de faire beaucoup attention avec ce retournement des Américains. Je ne crois pas que les Américains veulent travailler avec nous. Je ne crois pas que les Américains veulent qu'on soit partenaires. Je ne crois pas parce qu'ils n'ont jamais été sincères et honnêtes. Monsieur le président de l'AES, l'Amérique n'est pas un État crédible avec ce président de voleurs et de criminels, Donald Trump. Il n'est pas crédible. Il ne respecte pas sa parole. Donc je demande au pays de l'AES de faire beaucoup attention quand il s'agit de Donald Trump. Je leur demande de faire beaucoup attention quand il s'agit de Donald Trump. Alors, ceci dit, je vais vous ramener ici encore assez rapidement. Ce qui s'est passé, l'Iran a bombardé à son tour, après avoir été attaqué, l'Iran a bombardé. Et le champ gazier ne sera pas opérationnel. Pas avant 3 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, on nous dit qu'on veut affaiblir l'Iran économiquement. C'est des bêtises. Est-ce que vous pensez que les Iraniens n'ont pas anticipé une invasion américaine sur leur île à partir du Qatar? C'est une île. Les Américains ne peuvent pas venir frontalement. Ils veulent, parce qu'ils se disent quoi? Ils veulent faire le scénario du Venezuela. Saisir le poumon économique de l'Iran sur cette île. Cette île fait frontière, enfin, le champ gazier de l'Iran fait frontière avec le champ gazier du Qatar. L'Iran, en ce qui concerne l'Iran, entre l'Iran et son île, il y a la mer. Mais entre le Qatar et son champ pétrolier, il y a le Qatar par la route, par la terre, vous pouvez avoir accès à l'île. Mais l'Iran, c'est par bateau. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit, bon, qu'est-ce que les Américains vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ils vont chercher à passer par le Qatar. Vous voyez les troupes, 5 000 troupes, 2 000 troupes. Pour que ceux-là puissent être déployés, il faut que les provisions de les 200 milliards soient accordées à Trump. Est-ce qu'il y aura les 200 milliards? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'aura pas les 200 milliards? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais et que je tiens pour une évidence, l'Iran a préparé tous les scénarios auxquels ceux-là n'ont aucune idée. Tout Américain qui mettra les pieds sur cette île
du côté de l'Iran ne sortira pas vivant. L'Iran est capable de faire brûler le champ gazier avec les soldats américains à l'intérieur. L'Iran peut bombarder son propre champ, c'est-à-dire l'île là même. L'Iran peut brûler ça. Les gens se disent, parce que en fait, ne vous laissez pas emballer par les narratifs occidentaux. Ah, l'Iran, c'est 70% de son économie, ça vient de ceci. L'Iran, si l'Iran doit exister, l'Iran doit rester souverain. Si l'île là doit devenir le point de chute de l'Iran, l'Iran va brûler l'île. Je vais vous donner encore c'est pas une anecdote, mais c'est une pensée. Le Christ dit, Issa, que nous appelons le prophète Issa en islam, il dit, si votre main gauche sera l'objet pour vous jeter en enfer, coupez votre main gauche pour éviter l'enfer. Si votre œil gauche ou votre œil droit ou vos deux yeux seront votre point de chute pour aller en enfer, il faut les casser. Si votre pied sera votre malédiction pour aller en enfer, il faut couper. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi. C'est ce que lui a dit. Maintenant, évidemment, il faut comprendre cela de façon spirituelle, mais pas de façon physique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle sa parole. Donc, il faut l'Esprit de Dieu pour avoir une compréhension spirituelle et non une compréhension physique. Parce que personne au monde n'a venu couper sa main. Quel courage tu as pour couper ta main? Il faut dire fort. Alors, essayons d'appliquer ça maintenant à la politique. Si l'île là sera le point par lequel les Américains veulent tenir l'Iran, l'Iran va bombarder l'île. Et aucun ne sortira vivant. Il mettra l'île en feu. Cherchez le financement ailleurs. Mais là-bas, là, personne ne va sortir vivant. L'Iran, est-ce que les gens ont une idée de ce que l'Iran est prêt? Est-ce que les gens ont une idée de ce que les Iraniens sont prêts à faire? L'Iran va brûler l'île complètement. Personne ne sortira. L'Iran va brûler, pas seulement du côté de l'Iran. L'Iran va bombarder du côté du Qatar et puis brûler tout. Brûler tout. Parce que pour que tu puisses saisir là, et puis vendre là, c'est parce que tu es là-bas. Il n'y aura pas de Venezuela bis en Iran. Ça n'arrivera pas. Est-ce que Trump a une idée de ce que ceux-là sont prêts à faire? Est-ce qu'il a une idée? Ceux-là sont capables de faire exploser l'île en entier. Personne ne sera. En tout cas, ce n'est pas cette île-là qui va servir de, je sais pas, en tout cas, ce ne sera pas le moyen que les Américains vont utiliser pour dire qu'ils vont soumettre l'Iran. Ça n'arrivera pas. L'Iran va chercher un autre moyen de financement, mais faire exploser l'île. Tout le monde va périr là-bas, y compris le côté. Parce que c'est pas l'Iran seul qui va perdre, je vous en prie. Les deux font 2/3 de la consommation mondiale. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente? L'île là, à lui seul. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? Et pour l'Iran, et pour... Les gens ne parlent que de l'Iran. C'est ce que j'appelle le narratif occidental. On dit ce que ça va vous faire, mais on ne dit pas ce que ça fait aux autres. Mais l'Iran sait. L'Iran est prêt. L'Iran est déterminé. C'est le monde qui va perdre et non l'Iran. C'est le monde qui va perdre. Si les Américains veulent aller là-bas, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, je ne le souhaite pas. Mais l'Iran va faire exploser l'île. Et c'est le monde qui va perdre. Est-ce que les gens ont une idée? Ça veut dire que l'Iran ne sera pas la Libye bis, la Syrie bis, l'Irak bis, ou les multinationales américaines détenues par des juifs. Parce que quand je dis les juifs veulent dominer le monde, il y a des petits idiots qui ne comprennent pas le français de Keïta. Ils veulent dominer le monde à travers leurs multinationales et dicter leurs lois. Dicter leur volonté. C'est sûr à quoi on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter ça.
On ne doit pas accepter ça. Donc, au début, ils avaient dit 2500 soldats. Maintenant, on attend 5000 soldats. Ils n'ont qu'à envoyer 10 000 soldats. Ils ne vont jamais prendre possession du gaz de l'Iran. L'Iran va préférer, parce que Trump aime quelque chose que je vais révéler. Sinon, je vais le répéter parce que je l'ai dit. Trump aime déclarer bankruptcy, c'est-à-dire faillite en français. Bankruptcy, c'est faillite en anglais. Comme Trump est habitué à bankrupt les autres et à se bankrupt lui-même, et c'est comme ça qu'il est devenu riche, l'Iran n'hésitera pas à déclarer bankruptcy, c'est-à-dire faillite, en bombardant ses propres champs gaziers, aussi bien du côté de l'Iran que du côté du Qatar, et tuer tous soldats américains sur le territoire. Si c'est à cause de ça qu'il demande 200 milliards de dollars, il peut obtenir ces 200 milliards, mais il n'aura pas un centime du gaz iranien. Ça n'arrivera pas. J'ai appris, une fois de plus, à connaître un peu les Iraniens, pas à cause de la politique. C'est un peuple qui m'a beaucoup émerveillé. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur eux. Et des cas similaires ont existé dans l'histoire, où les gens viennent pour prendre possession de votre terre et de votre richesse. Et les gens, ils font la politique de la terre brûlée. Ils brûlent tout. C'est pas ça même que les Américains font. C'est pas ce qu'ils ont fait en Libye. C'est pas ce qu'ils ont fait en Irak. C'est pas ce qu'ils ont fait en Syrie. Donc si l'Iran fait ça chez lui, c'est pour l'Iran. Ils ont brûlé l'Irak, non? L'Irak est là. On va toujours découvrir du gaz et du pétrole quelque part en Iran. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Il y a toujours du gaz quelque part. Il n'y a pas longtemps, on a découvert un champ gazier important en Côte d'Ivoire. Donc tous les jours que Dieu fait, on découvre quelque chose. On n'a jamais dit que les réserves se limitaient à ça seulement. Je vous donne des informations si comme vous et moi, nous sommes dans la tête des Iraniens. Parce que pour comprendre cette guerre, si on ne rentre pas dans la psychologie des Iraniens, on va gober, on va avaler, on va consommer toutes les merdes que ces Occidentaux vont nous donner. Et moi, je vous dis avec la plus grande certitude, et je jure là-dessus, l'Iran ne permettra jamais que l'île devienne un moyen de pression. Mettre tout en feu, pas seulement du côté de l'Iran, je le répète une dernière fois, même du côté du Qatar, tout brûler, pour qu'il n'en reste rien. Maintenant, les Américains, c'est qu'ils vont utiliser comme pression, donc comme montré. Et l'Iran va continuer sa guerre. Parce que l'Iran ne sera jamais soumis à Israël. L'Iran ne va jamais se soumettre à Israël et l'Iran ne va jamais accepter. Si Poutine voulait tuer, là, il y a longtemps, Poutine avait fini avec Zelensky. Pourquoi les Européens refusent le cessez-le-feu avec Moscou, dicté selon les termes de Moscou, avec le Donbass à la disposition de Moscou? Pourquoi l'Union européenne refuse? Alors pourquoi l'Iran à son tour va accepter? Donc voyez-vous, nous vivons dans un monde où il y a des cas d'exemple un peu partout. Les gens veulent nous embobiner avec un narratif à sens unique, mais ils oublient que la communication aujourd'hui, elle est tellement volatile, elle est tellement éparpillée avec les moyens que on est au courant de tout à la seconde dans le monde. L'Iran va jamais se soumettre et l'Iran, quand l'Iran, je vais vous donner le scénario exact, comme j'ai l'habitude de donner les scénarios en politique en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, jusque-là, je n'ai pas encore tapé poteau. Israël ne va plus exister en tant qu'État. Je répète. Prenez votre calepin et votre bic marqué. Israël ne va plus exister en tant qu'État.
Si l'Amérique pousse loin en voulant faire une invasion iranienne, parce que, pour faire une invasion, il faut savoir où se trouvent les centres de commandement. Il faut savoir où se trouvent les unités de commandement. Il faut savoir où se trouvent les opérations, les centres d'opération. Alors, je vais vous donner une information que les Américains savent, mais ils font semblant et manipulent le peuple. Ce que c'est l'Iran, je répète, l'Iran, dès que les Américains vont vouloir lancer leur offensive terrestre, l'Iran va anéantir Israël en tant qu'État. L'État d'Israël n'existera plus. Jusque-là, l'Iran dit, nous sommes restés modérés. Mais regardez, la population israélienne a commencé à... La population israélienne a commencé à se plaindre, a commencé à demander l'arrêt de la guerre. Les ordres, je vais vous donner un exemple simple. Les ordres en Iran sont aussi simples. Les premières heures des frappes, le guide spirituel a été tué. Logiquement, la guerre aurait dû s'arrêter là. Mais pourquoi la guerre a continué? Parce qu'il y a une hiérarchie qui était là. Et la hiérarchie avait donné des instructions, la hiérarchie avait donné l'ordre de continuer la guerre, quelle que soit l'issue des frappes. Jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel, si jamais cela est remis en cause, jusqu'à ce que l'ordre soit établi, vous allez continuer. Chacun continue avec l'ordre qui lui a été donné. S'il y a un chef qui est tombé, le temps que son remplaçant vienne reprendre, vous continuez à exécuter l'ordre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Donc vous ne pouvez pas contrôler une machine, vous ne savez même pas comment arrêter cette machine, vous ne savez même pas comment mettre en marche la machine, vous ne savez même pas par où il faut commencer. Une machine qui est là, elle tourne devant vous, vous ne savez même pas où il faut mettre la clé, où il faut mettre le carburant, vous ne savez rien, mais la machine est là, elle marche. L'Iran, c'est cette machine que les Américains ne comprennent pas et ne comprendront pas. L'Iran a d'abord, l'Iran dit, nous ne sommes pas prêts pour le développement économique. C'est vrai, quand vous dites ça à la population, c'est compliqué. Mais l'Iran, au niveau des centres de décision, au centre de commandement, c'était ça leur philosophie. Mais faire en sorte que le peuple ait toujours le minimum. Je répète ce que j'ai dit. Parce que ce que je suis en train de dire, personne ne soyez pas d'accord avec moi, je vous en prie. C'est ce que Keïta aime. Parce qu'après, quand la vérité se dit, pourtant le gars il avait dit, moi j'adore qu'on ne m'écoute pas, j'adore qu'on ne fait pas attention à ce que je dis. Je répète, l'élite iranienne, avec les gardiens de la révolution, leur objectif n'a jamais été dans un premier temps de faire de l'Iran comme une puissance économique telle que nous le voyons avec ses voisins. Dubaï, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Koweït et autres. Mais la priorité était d'abord de préparer une guerre inévitable. C'est après cette guerre que l'ascension économique de l'Iran va commencer. Parce que beaucoup viendront s'inspirer de l'exemple iranien, de la stratégie iranienne, des armes iraniennes. Donc, l'Iran, dans un premier temps, pour une dernière fois, l'objectif n'a jamais été de mettre en place un système économique enviable. Évidemment, on a vu le plus grand mall du monde se trouve en Iran, curieusement. Mais je dis, mais avec ça, ils n'ont pas encore commencé. Et si vraiment ils commencent alors leur développement économique, est-ce qu'on pourra les arrêter un jour?
Moi, je pense que c'est ce qui effraie Israël. L'Iran sous sanction, Israël est briefé au quotidien sur l'évolution en Iran. C'est un pays qui, malgré les sanctions multiples, les frappes, les attaques, les assassinats ciblés, mais quel pays au monde peut... Parce que c'est ça qui effraie Israël. Malgré les assassinats multiples des ingénieurs, je sais pas moi, des personnes stratégiques, les assassinats, Israël en a fait une obsession. Mais moi, je pense que quand vous cognez, à un moment donné, Dieu lui-même vous laisse croire que vous êtes tellement fort qu'on ne peut rien vous faire. Et c'est en ce moment-là que vous creusez votre propre tombe sans vous rendre compte, sans vous en rendre compte. Et c'est ce qui arrive à Israël. Ils ont tellement tué les scientifiques iraniens. Ils ont tellement tué des ingénieurs iraniens. Ils ont tellement tué des hommes politiques iraniens. Ils ont tellement tué des hauts cadres, des gardiens de la révolution, que Israël s'est cru inarrêtable. Elle peut tuer à souhait et à volonté, sans en payer le prix. Comment comprendre qu'un État se présente à la tribune des Nations Unies, insulte le directeur général, le secrétaire général autant pour moi des Nations Unies, et puis déchire des résolutions devant le monde, devant les caméras du monde, sans en payer le prix? Quel pays a fait ça? Si ce n'est pas Israël. Parce qu'en fait, l'idiot de président ou de premier ministre israélien, il sait que les multinationales dans le monde sont détenues, soit majoritairement, soit totalement, par des gourous israéliens. Et ils savent que Israël tient l'économie américaine là. Et Israël peut étrangler l'économie. Mais attendez, Israël peut... Moi, je me pose la question, est-ce que Israël même n'a pas fomenté l'assassinat de John Kennedy? Je me pose la question, si Israël n'a pas fomenté l'assassinat d'un certain nombre de présidents aux États-Unis. Parce que le jeune Charlie qui a été tué l'année dernière, le conseiller de Trump, mais c'est Israël qui a ordonné son assassinat. Et il y a une autre information qui est sortie après celle du Pentagone. Ils ont dit à Trump, si Trump ne fait pas la volonté d'Israël, ils vont le liquider comme ils ont liquidé le jeune Charlie. Donc, et que comme on connaît Trump comme le gueulard, on connaît Trump comme le gars qui parle beaucoup. Parce que c'est ça. Il faut qu'il vende l'illusion aux Américains. Il faut qu'ils disent aux Américains que tout va bien. Mais c'est là, les sénateurs, ils disent, mais attends, vous nous dites que tout va bien. Mais jusqu'à ce que, je crois que c'était hier ou avant-hier, jusqu'à ce que l'Iran touche un F-35, l'avion qui est considéré comme un avion furtif, invisible au radar. Donc, est-ce un radar chinois ou russe qui a détecté le F-35? Parce que l'Iran a lancé son projectile, le pilote de justesse a évité, mais l'avion a été touché. L'avion n'a pas explosé, l'avion n'est pas tombé, le pilote s'est arrangé pour faire atterrir l'avion. Mais l'avion a été vu. Merci beaucoup. Oui, je suis au courant de ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Pierrette. Merci. Donc, l'avion, le F-35, qui était supposé être invisible, l'Iran, depuis hier, l'Iran a changé les donnes. Donc, le F-35 désormais est visible. Ça veut dire que prochainement, l'Iran va abattre, puisque l'Iran n'était pas en mesure de le faire. Aujourd'hui, l'Iran est... Parce que ce que vous devez retenir dans cette affaire d'Iran-là, les premières frappes, si ce n'est pas l'Iran, moi je ne vois pas un pays au monde avec autant de pression, autant de sanctions, qui aurait pu tenir
nous sommes en train d'entrer dans le premier mois. Mais évidemment, les premières heures des frappes, c'était immense, c'était énorme. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, et pas des moindres. Mais l'Iran a réagi. Les ordres étaient exécutés alors que la chaîne de commandement venait de subir un coup. Si ce n'est pas l'Iran, c'est fort. Évidemment, je ne vais pas comparer au pays de l'AES parce que nous, on n'est pas dans la même situation que l'Iran. Mais nous, on est prêts. Et l'Iran rend un grand service au pays de l'AES. Nous regardons, nous apprenons, nous nous organisons en fonction de ce que nous voyons là-bas. C'est pourquoi, mais je ne sais pas si c'est vrai, on a vu que Patrice Talon est en train de pleurer. Il dit qu'il a été trahi par la France, je ne sais pas vrai ou faux, comme c'est les réseaux. Parce qu'il y a eu beaucoup, il paraît que les terroristes ont commencé, ils ont tué beaucoup de soldats béninois, je ne sais pas trop. Alors, ce que je peux, pour avancer rapidement de ce chapitre-là, l'Iran est prêt. Je l'ai toujours dit, je le répète une énième fois, l'Iran est prêt. Est-ce que les Américains sont prêts? Parce que l'Iran dit le détroit ne sera pas ouvert. Les bateaux américains ne passeront pas, les bateaux israéliens ne passeront pas. Les pays amis, leurs bateaux vont passer. Et l'Iran dit, l'Amérique dit, si on n'ouvre pas le détroit, ils vont nous frapper. Mais qu'est-ce que vous devez faire que vous n'avez pas encore fait si ce n'est pas lancer une bombe atomique ou une bombe nucléaire? Alors, je vais répondre à ça. Oh, merci Yavo. Alors, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Alors, ils disent qu'ils veulent lancer une bombe. Ça, c'est ce que beaucoup d'analystes le disent aux États-Unis, que la seule option que Trump peut faire, parce qu'il n'y a rien qu'il n'a pas encore fait. Il a utilisé tous les avions qu'il avait. Il a utilisé toutes les armes qu'il avait. Ce qu'il n'a pas encore utilisé, c'est la bombe atomique. Alors, la question de la bombe atomique. Est-ce que c'est l'Iran seul qui va payer le prix de la bombe atomique? Non. Quand vous lancez, le Japon était une île isolée. Ce n'est pas le cas de l'Iran. Il y a les vents marins qui peuvent, quand vous lancez la bombe, le vent peut transporter ça aux Émirats arabes unis, le vent peut transporter ça en Arabie saoudite, au Qatar, le vent peut transporter ça au Koweït, au Bahreïn. Donc l'Iran ne sera pas le seul pays qui sera touché par votre soi-disant bombe atomique. Tous les pays du Golfe seront touchés. Et la petite quantité de 60% que l'Iran a déjà enrichi, tout de suite l'Iran va armer ses missiles avec et larguer ça sur Israël. Si c'est ça que vous voulez, parce qu'il y a un prix à payer. Si l'Iran a pu enrichir jusqu'à 60%, ça ne fera pas les mêmes dégâts qu'une bombe enrichie à 90 ou à 100%. Mais ne serait-ce même que 60, même 50%, même 30%, même 40%, c'est dangereux. Même 40%, c'est dangereux. Si vous savez armer correctement dans une ogive, et puis vous larguez, c'est pas bon. Même à 30%, c'est pas bon. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce risque? Parce que ce qu'il faut retenir, comme je dis, tous les centres de commandement sont sous terre. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a suffisamment d'énergie stockée en bas pour alimenter pendant des années les centres de commandement iraniens sous terre. Les gens pensent que l'Iran a tout exposé. Je vous ai dit, c'était des appâts. Mais ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont frappé n'en valait pas la peine. Ils ont dépensé des millions, des milliards
vous larguez des missiles qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque l'Iran est pleinement opérationnel. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette réalité, Trump était criminel et c'est un idiot. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas honte, il continue de mentir, mentir, mentir. Il n'a pas de regard, il n'a pas de respect. Mais ce que nous allons dire pour conclure, personne au monde ne devait voir cette guerre dégénérer en une guerre nucléaire. L'Iran a les capacités. La Corée du Nord est capable de donner des ogives nucléaires à l'Iran, dans l'immédiat, des ogives qui sont déjà opérationnelles. Ils le savent. Ils le savent. La Corée du Nord peut donner tout de suite des ogives nucléaires à l'Iran pour larguer. Et l'Iran peut les larguer. L'Iran a construit sa défense militaire non pas sur des projections au dehors, non pas pour sortir ses mix, non pas dans les bateaux, mais à partir de la géographie et à partir des dons de la nature. L'Iran a utilisé ces montagnes. Et j'écoutais un grand analyste américain qui disait que est-ce que vous savez que l'Est de l'Iran, parce que, attendez, je vous en prie, ne vous laissez pas manipuler par LCI, France 24, RFI. Écoutez, attends, l'Iran c'est plus d'un kilomètre, c'est plus d'un million de kilomètres carrés. Téhéran, c'est combien de kilomètres carrés? L'Iran c'est plus d'un million de kilomètres carrés. Donc, ils ne sont concentrés que sur Téhéran. Et le monsieur dit, mais attendez, il y a une grande partie de l'Iran qui ne sait même pas s'il y a la guerre. Qui ne sont même pas touchés par la guerre. Ils n'entendent même pas les bruits. Il dit, mais cette partie-là se trouvent les armes les plus dangereuses de l'Iran, stockées qui ne sont même pas encore sorties. J'ai dit, waouh. Il dit, l'Est de l'Iran. Et les gens, vous attaquez un pays qui a 1 million de kilomètres carrés. C'est pas la Côte d'Ivoire avec 322 462 kilomètres carrés. Et même avec la Côte d'Ivoire 322 000, vous ne pouvez pas venir avec 5 000 militaires américains, même si c'est les forces spéciales, et puis prendre position de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Non. Vous avez largué les bombes que vous avez voulu larguer. Vous avez suffisamment largué des bombes. L'Iran n'a envoyé seulement que des drones, avec quelques petits Fatah. Fatah 1, Fatah 2. Alors qu'il y a les grands frères de Fatah qui sont là-bas. Il y a les grandes sœurs de Fatah qui sont là-bas. Il y a les grands-pères de Fatah qui sont là-bas. Il y a les grands-mères, les arrière-grands-pères de Fatah là qui sont encore là-bas. Ils n'avaient pas commencé ça. Et il y a une partie de l'Iran qui n'est même pas encore entrée dans la danse. J'allais oublier. Le Yémen vient d'entrer dans la danse. Pour aller vers le Yémen, vous savez, le Yémen là, vous sortez le détroit d'Ormuz. Le Yémen, donc, il y a 2 tenailles, 2 pinces. L'Iran a fermé le détroit. Le Yémen a sorti sa tête. Il dit désormais tous les navires qui passent, on va les bombarder. Voici, les Américains avaient demandé pardon aux Yéménites. Ils avaient signé un accord avec eux. Donc le Yémen était, et le Yémen est resté observé. C'est aujourd'hui, je crois aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le Yémen a dit, je crois qu'ils ont fait leur prière aujourd'hui. C'est je crois c'est pendant la prière. Après la prière, je crois qu'ils ont fait des bénédictions. Ils disent qu'ils sont officiellement entrés dans la guerre. Ils ne veulent plus voir des bateaux américains passer par devant eux. Ils vont bombarder. Vous savez, il y a des pertes en vie humaine, c'est vrai. Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait cette guerre pour que l'Iran soit tranquille. Et l'Iran a dit quelque chose. L'Iran dit, les morts ne sont pas morts pour rien. Et le guide spirituel l'a dit, tout sang versé iranien sera vendu. Ils ont été clairs, ils ont dit, et ça je suis tout à fait d'accord, il dit cette guerre, c'est la dernière que Israël c'est la dernière guerre d'Israël avec l'Iran. Après cette guerre, le temps que Israël va prendre pour se reconstituer, Israël comprendra la douleur. Et Israël ne va jamais s'attaquer encore à l'Iran. Et quand l'Iran dit ça, et l'Iran dit, vous n'avez même pas une idée
de notre stock d'armement. Vous n'avez même pas une idée de ce que nous avons préparé pour vous. Donc, quand vous regardez Téhéran, oui, c'est vrai. Il y a des bâtiments, il y a des business. C'est vrai. Mais tous les calculs qu'ils avaient faits, tout est tombé dans l'eau. Parce qu'ils avaient fait le calcul avec le retour jusqu'à le prince ou bien quoi, là, quelque chose comme ça. Ça dit, je ne sais pas si c'est des anciens, si c'est des petits-fils du chat. Donc, ils comptent, puisque le gars est en exil. Donc, pour eux, c'est ça. Ils voulaient former une opposition et puis venir prendre l'Iran. Mais je expliquais le jour de la fête, là, il y a un de mes neveux qui est venu me voir. Il dit, tonton, faut m'expliquer un peu cette guerre-là. Bon, je lui ai dit, tu sais, brièvement, hein, l'Iran est prêt à aller jusqu'au bout. Et l'Iran dit, c'est ça qui m'effraie toujours quand j'explique aux gens. L'Iran dit, on n'a pas encore commencé à utiliser nos armes stratégiques. On n'a pas encore commencé à utiliser les armes que nous avons confectionnées en 2020, je crois, 2020, 2021. Toutes les armes que nous utilisons, c'est les armes qu'on avait déjà préparées et que on voulait utiliser pendant la guerre des 12 jours. Et c'est le stock là que nous sommes en train d'écouler. Les vraies armes là, on n'a pas encore utilisé. Et je crois que souvent, ils lancent les missiles à tête multiple. Et c'est ça qui tue aujourd'hui en Israël, plus que tout. Et puis, le nombre de morts en Israël, c'est caché. Le gouvernement contrôle tout. Les victimes, le gouvernement contrôle. Il y a un journaliste de la radio, de la RT, qui est une chaîne russe. Israël a lancé un missile sur le gars. Lui et son caméraman ont échappé de justesse, mais je crois qu'ils sont hospitalisés en ce moment, à l'hôpital. Ils ont essayé de tuer le journaliste, parce qu'il disait la vérité. Parce que la guerre, même en Iran, au Liban, le Liban, mais Israël, ils sont en train de tuer les militaires israéliens au Liban, malgré qu'ils rentrent avec des chars. On nous fait croire qu'ils sont en train de... Mais c'est faux. Je suis tombé par hasard comme ça sur 2 journalistes indépendants, mais la réalité est totalement différente du narratif qu'ils contrôlent et puis véhiculent. Au Liban, c'est vrai qu'ils larguent des missiles. Le Liban n'a pas les systèmes de défense. Le Liban n'est pas aussi équipé que l'Iran. Donc, les avions, là, rentrent et puis larguent des bombes, ils s'en vont. Mais, il y a, comme j'ai dit, il y a un événement qui s'est produit. Un F-35, l'avion le plus sophistiqué de l'arsenal militaire israélien et américain, a été touché par un missile iranien. Donc, ça veut dire que les données ont changé. Ça veut dire que ces avions ne sont plus invisibles désormais, parce que la puissance de feu de l'aviation américaine et israélienne, c'est l'invisibilité, on ne les voit pas. Ils viennent, ils larguent et puis ils s'en vont. Mais dès l'instant où maintenant vous êtes visible, on peut même vous envoyer un projectile, ça veut dire que les données ont changé. Et ça, les Américains le savent, les Israéliens le savent. Et les Iraniens sont convaincus désormais qu'ils ont touché à quelque chose de sensible. Est-ce qu'ils vont encore envoyer les F-35 comme ils veulent pour être abattus? Parce que tu as expliqué. Un avion de 100 millions de dollars, je crois, tu vas expliquer. Alors, personne ne veut de cette guerre. Mais souvent, il y a des guerres qui en valent la peine pour être libres. Beaucoup sont morts. Peut-être que beaucoup vont mourir encore. C'est pas notre souhait. Nous prions qu'il repose en paix. Mais le salut de l'Iran, la survie de l'Iran, c'est ça. Et ils ne sont pas prêts à négocier. Ils ont dit, on n'est pas prêt à arrêter la guerre. Maintenant, les Yéménites qui veulent entrer en guerre aujourd'hui, la guerre vient de prendre une autre tournure. Avant, ce que le Hezbollah ne pouvait pas faire, le Hezbollah libanais, aujourd'hui, il le fait. C'est pourquoi je dis à Ouattara de faire beaucoup attention. Parce que le Hezbollah, avec l'appui, le Hezbollah a les actions sont, comment vous le dire, les actions sont coordonnées entre le Hezbollah, le Hamas et l'Iran.
qui envoie simultanément des sables de missiles sur Tel Aviv. Les Iraniens ne parlaient pas beaucoup du Hezbollah parce qu'ils croyaient contrôler la situation. Et le Hezbollah est en train de changer la situation, non seulement au Liban, mais les attaques deviennent beaucoup plus violentes à Tel Aviv, c'est-à-dire en Israël. Demain, les Israéliens, c'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, faites beaucoup attention. Si vous êtes amis avec les Libanais, ne prenez pas trop le temps de passer trop de temps avec eux. Au dehors, vous allez chez eux, vous causez rapidement, rentrez chez vous. Parce que quand Israël va commencer à sentir la douleur du Hezbollah, ils vont activer les cellules dormantes, c'est-à-dire les black agents, les agents noirs du Mossad. Ils vont les activer pour attaquer les sponsors du Hezbollah dans le monde. Et la Côte d'Ivoire fait partie. Pas la Côte d'Ivoire attaque l'État, mais les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire sont le soutien du Hezbollah. Ils envoient, Dieu sait combien de milliards ils envoient chaque année au Liban. Israël le sait, c'est pourquoi ils ont mis la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire. C'est à cause du Hezbollah, à cause des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara sait que les Libanais, là, il a besoin d'eux pour maîtriser la situation économique. Il a besoin d'eux parce que les petites entreprises, là, les moyennes entreprises, ça appartient aux Libanais en Côte d'Ivoire. Le Ouattara n'a pas le choix. Et là, ça va être compliqué parce que ça aussi, ça va fausser l'agenda de Ouattara. L'agenda de sa succession avec cette situation à Duran, ça va de tout mélanger. Donc, conseil aux Ivoiriens, vous avez des amis libanais, je ne vous dis pas d'être amis avec eux. Évitez de trop vous afficher avec eux, parce que quand ces gens vont vouloir frapper, ils vont frapper et ça fait mal. Et si vous trouvez pas malheur à côté d'eux, ce ne sera pas joli pour vous. Vous aimez bien aller dans les shawarma, ne restez pas longtemps. Commandez, allez manger à la maison. Ne vous asseyez pas là-bas pour manger. Parce que ces idiots-là sont capables de faire n'importe quoi. Voilà, moi c'est ce que je fais. Quand je vais dans les restaurants libanais ici, je ne rentre pas. Je suis dans ma voiture, je suis de l'autre côté, je passe ma commande, je sors, je vais. Quand c'est fini d'essayer là, je rentre, je prends pas, puis je suis parti. Je n'ai pas m'asseoir là-bas pour manger. Donc faites beaucoup attention, parce que la guerre là, ça devient filet maintenant. Et Israël est en train de payer le prix. Ils vont vouloir arrêter cette guerre. Et l'Iran a été très clair, on n'arrêtera pas. Trump peut rappeler les bateaux. Les bateaux peuvent, les porte-avions, les bateaux, Trump peut faire ce qu'il veut, mais l'Iran n'arrêtera pas. Peut-être l'Iran ne frappera plus les pays du Golfe qui ont plus servi de point de... pour lancer les missiles à l'Iran, mais Israël sera la priorité. Et je vous ai dit, après cette guerre, c'est fini. Après cette guerre, Israël ne sera plus Israël, ça c'est une certitude. L'Iran, attendez, Israël c'est combien? Même pas 100 000 km². Israël ne vaut même pas 100 000 km² par rapport à un pays qui a quoi, plus d'1 million de km². Vous croyez que ces bombardements-là sont en train de détruire tout l'Iran? Réveillez-vous, allez-y, regardez. Oui, Téhéran, d'accord, mais pas tout le Liban. Et j'ai dit tout le Liban, tout Israël. Ça foulait. L'Iran, oui. Allez-y, regardez. Si Téhéran est trop frappé, l'Iran a la possibilité de dire nous allons transférer notre capitale politique ailleurs. Dans tous les pays, ça se fait, non? C'est Ouattara qui a volé l'argent et puis il n'a pas fait. Sinon, en Côte d'Ivoire, c'était Yamoussoukro. Au Nigeria, c'est où là? Au Nigeria, c'est pas Abuja, c'était Lagos avant. Chez les gens là, il y a Abu Dhabi et puis à Dubaï. Donc, dans tous les pays, ça existe. Donc, l'Iran peut faire la même chose. Et l'Iran est prêt à ce sacrifice-là, mais Israël ne sera plus Israël. Ça, au moins, c'est une certitude. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut faire beaucoup attention aux narratifs que vous allez écouter. Faites beaucoup attention à... Faites 22 000 km², quoi ça? Ok. L'Iran? Israël? Ok. 22 000 km². Ok, merci beaucoup. Donc, ce que je vais te demander une dernière fois, c'est pas pour moi. C'est pour nous tous. On aime aller écouter les choses sur les réseaux, c'est une très bonne chose. On a accès aux informations, mais faites beaucoup attention, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames. Souvent, vous pensez que l'Iran, c'est fini. Ok, merci beaucoup Israël, merci beaucoup. 22 000 km², ok, merci beaucoup. Comment 22 000 km² peut vouloir décimer 1 million, plus d'1 million de km²? Est-ce que c'est une malédiction? 22 000 km² contre plus d'1 million, 200 000?
Même si l'Iran n'était que 500 000 km². Comment 22 000 vous allez pouvoir faire ça? Non. C'est bien, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. J'encourage chacun à vraiment, au-delà de, même moi, au-delà de ce que je donne, aller vérifier encore certains propos que je tiens, si vraiment il n'y aura pas de vérité dedans. Parce que vous avez besoin de vous faire votre propre opinion. Et c'est fondamental. Parce que si vous laissez, par exemple, je prends ceux qui aiment l'Iran, par exemple. Quand vous allez écouter certains narratifs, c'est fini. Vous perdez le sommeil. Ou ceux qui aiment Israël, vous allez écouter un autre narratif, vous perdez le sommeil. Mais aujourd'hui, pour être honnête, ceux qui soutiennent Israël, je prie Dieu que Dieu lui-même touche votre cœur. Parce que je comprends, Israël n'est pas seulement important pour les chrétiens. Israël aussi est important pour les musulmans. D'accord? C'est aussi important pour les musulmans. D'accord? Donc, ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec la vérité. Ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que, allez-y prendre une carte et puis regardez les deux pays. Mais vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Et puis, l'Iran est une obsession. Mais il y a beaucoup, mais c'est là que je dis, ce n'est pas l'Iran. Ils veulent dominer l'économie mondiale parce que l'Iran, s'ils arrivent à mettre l'Iran dans leur poche, ils contrôlent cette île qui est le réservoir du gaz naturel du monde. Puisque déjà, ils ont le Qatar avec eux. Donc, ajouter l'Iran, c'est fini. Ils contrôlent l'Arabie Saoudite. Maintenant, les gens ont compris. Ils ont compris. Prions Dieu que tout se passe bien pour l'Iran et que tous ceux aujourd'hui qui sont en train de perdre des vies, que Dieu leur accorde sa grâce et tout. Voilà. Donc, je reviens une dernière fois encore sur nos différents produits. Alors, comme j'avais promis, par la grâce de Dieu, c'est déjà fait. Désormais, vous avez comme seul produit, c'est la belle ivoirienne, d'accord? Il y a la belle ivoirienne préventive, dont le prix a été revu considérablement à la baisse. Et vous avez la belle ivoirienne pour le cancer, la belle ivoirienne pour tous les types de cancers, pour tous les types de drépanocytose, hypertension, diabète, insuffisance rénale, d'accord, avec toutes les autres pathologies, d'accord. Donc, et même à ce niveau encore, la belle ivoirienne curative, j'ai fait le maximum pour réduire encore à ce niveau. Les prix ont été vraiment sensiblement réduits à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il sera quasiment impossible de dire on ne peut pas acheter le produit de Keïta, ce sera fou. Par la grâce de Dieu, parce que ça a été une petite bataille, hein, voilà, parce qu'il fallait tenir compte des emballages que je paye excessivement cher, et puis les combinaisons que je fais. Mais il faut tenir compte de tout ça. Et puis, bon, c'est comme si, bon, Dieu contrôle tout. Hein. Quand il parle. Bon, comment il parle? C'est l'esprit. Asseyez-vous, soyez tranquille. Votre esprit va commencer à vous dire quelque chose et vous allez savoir que ça, là, votre propre capacité ne peut pas vous permettre ça. S'il n'y a pas quelque chose de plus puissant qui est en train de communiquer avec vous, là, vous-même, vous ne pouvez pas. Et moi, quand c'est comme ça, là, je ne cherche pas midi à 14h, c'est mon Dieu qui me parle. Donc, les prix ont été fixés, c'est pas mes prix. Les prix ont été fixés. C'est les prix qui sont revus à la baisse à tous les niveaux. Donc, vous venez à moi avec un diagnostic médical. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit c'est la drépanocytose, c'est le diabète type 1, type 2, c'est le cancer avec cancer métastasé ou cancer de sein, de la prostate, du col de l'utérus, tout. Et puis aussi, bon, j'ai pas oublié les hommes, mais le troisième pied, évidemment, le troisième pied aussi. Il y a quelque chose pour le revitaliser, pour le rendre plus efficace, et même pourquoi pas lui donner une forme idéale. Si vous estimez que le bateau, les mollets de Drogba ne vous conviennent pas, vous voulez des mollets plus costauds, Lucien Quadio, le joueur de la secte Mimosa, là, Quadio Lucien, qui a des mollets bien têtus avec le 5 de l'Africa. Il y a Jean Omer qui était là, Thierry Omer qui était un ami d'enfance.
Mais il y avait l'Africa Sport avec un très beau sec. J'oublie son nom. Donc, si vous voulez les mollets de Thierry Omer, pour ceux qui ont connu Thierry Omer, vous avez vu les cuisses de Thierry Omer, là. Si vous voulez que le troisième pied soit bien costaud, pour jouer le rôle, évidemment. Donc, on va voir ça. Mais, pour être sérieux, je n'empêche personne d'aller dans les hôpitaux, mais je pense que si on se fait suffisamment confiance, on peut essayer. Parce que vous n'avez rien à perdre avec moi. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, il y a notre crédibilité qui est en jeu. Il y a notre honnêteté qui est en jeu. Il y a notre probité qui est en jeu. Donc, avec l'aide de Dieu, on vous propose les meilleurs traitements qu'on a pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà. Donc, le même numéro, c'est la même chose, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88 une dernière fois 223 72 77 47 88. J'ai vu beaucoup de messages, ça coïncidait avec la fête, donc dès qu'on finit, je finis de manger. D'accord, je vais travailler jusqu'au petit matin pour répondre au grand nombre de personnes. D'accord. Merci infiniment à tous et à toutes. Et à très bientôt.